Et donc, pour terminer, la dernière session, ça... Hop. Ce sont des présentations de solutions innovantes pour vous présenter un petit peu ce qui se fait. Donc, on va accueillir Charlotte Tienpont, mais elle est également en visioconférence. Donc, on va se connecter avec elle, qui est la cofondatrice chez Prune. Et ben enchantée, donc je suis très contente d'être là, même à distance, pour vous parler un petit peu de notre solution. Donc moi, je vais vous présenter Prune. Et Prune, c'est une solution de restauration qu'on a développé en fait spécialement pour les professionnels qui accueillent du public, avec l'idée en fait de répondre à leurs besoins et de proposer quelque chose qui réponde à nos valeurs et également à leurs besoins d'avoir quelque chose de clé en main. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'équipe. L'équipe, donc c'est déjà Cyril Romanet, qui est fils et petit-fils de cuisinier et qui a travaillé donc pendant plusieurs années dans l'hôtellerie-restauration. Donc il a un MBA en hospitality management et il a travaillé à la direction d'hôtel pour finalement arriver chez Server, une filiale d'Air France, dans laquelle en fait il travaillait en tant que responsable R&D et donc il développait les menus pour plusieurs classes sur Air France, donc business, première et autres. Et donc moi-même, Charlotte Tiempon, qui suis fille et petite-fille d'agriculteur, qui suis ingénieure agroalimentaire et qui a travaillé également pendant plusieurs années chez Cerver. Donc moi, j'avais plutôt un poste de développement de projets de restauration avec un aspect commercial avec le client Air France. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, Cyril et moi. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux déjà cette passion pour la cuisine française, cette envie de partager les valeurs de la gastronomie française et finalement ce côté valeur également pour l'environnement, l'envie en fait de s'engager dans une restauration qui est également saine et durable. Et donc fort de tout ça, on s'est dit que on avait quelque chose à faire ensemble, on avait envie de faire rayonner en fait cette restauration de qualité, et donc on s'est posé la question de finalement comment on pouvait avancer ensemble. Et on est parti d'un constat, c'est celui de l'hôtellerie. On s'est rendu compte qu'en fait sur les 18 000 hôtels en France, il y en a de plus en plus qui font le choix de ne pas avoir de restauration sur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça implique énormément de contraintes. La gestion d'une cuisine, c'est la gestion de stock, c'est la gestion de personnel qui n'est pas forcément le même que le personnel de l'hôtel en fait. C'est un métier qui est en fait complètement différent de celui de la gestion d'un hôtel. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose que beaucoup d'hôteliers souhaitaient en fait mettre de côté et aujourd'hui n'ont pas forcément la solution pour mettre en place une restauration qui plaise à leurs clients, qui soit toujours en cohérence avec leur positionnement et pour autant qui leur demande pas trop de contraintes sur place. Et on s'est rendu compte également, en développant notre solution, que ce constat, il était identique chez d'autres professionnels du tourisme, par exemple les musées, les théâtres, également des concept stores, des bars à vin qui finalement accueillent du public sur place et qui n'ont pas forcément le moyen de leur offrir une cuisine comme celle qu'on pourrait avoir dans un restaurant. Donc le besoin du professionnel, c'est d'avoir une offre qui soit clé en main, donc une solution de restauration qui soit clé en main, qui ne nécessite pas trop de travail et de remise en œuvre, qui soit de qualité pour finalement être en cohérence également avec leur positionnement, qui leur permette de se différencier de la concurrence, et également forcément qui permettent également de faire du chiffre d'affaires complémentaire et d'augmenter les revenus. Le besoin du client final, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a ce côté immédiateté où finalement on arrive dans une chambre d'hôtel le soir, ou on arrive dans un lieu pendant son voyage. On a en fait l'envie de manger tout de suite, donc de pas attendre 1 heure, 2 heures avant de trouver une solution. On veut quelque chose également qui soit facile d'utilisation. Il y a souvent la fatigue qui rentre en jeu, le côté un petit peu
voilà, j'ai envie de manger, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis finalement, de plus en plus, il y a ce besoin d'avoir également une offre qui soit éco-responsable, qui réponde aux valeurs qui sont en train d'émerger sur le côté déchets, sur les produits qui derrière génèrent énormément de pardon d'impact carbone complémentaire. Et puis également le côté accessibilité au niveau tarifaire. Donc ça, c'est ce on a réalisé. Et donc pour répondre à ces différents besoins, on a développé déjà un produit qui est une gamme de plats prêts à déguster, donc inspiré des recettes françaises qu'on modernise un petit peu en cuisinant des ingrédients du terroir français. Qui sont uniquement sélectionnés à partir d'une agriculture biologique et durable. Donc on est sur des recettes qui sont 100% bio, avec des produits qu'on va sélectionner en fonction des saisons. Toutes les recettes sont cuisinées directement dans le bocal, qui est hermétiquement fermé et qui est cuit à basse température pendant un certain temps. Donc ça permet derrière de conserver le produit sans additifs pendant 45 jours, même 2 mois au frais. Et aujourd'hui, on garantit à nos clients 45 jours à réception. Et derrière, forcément, le bocal en verre, il est garant de la qualité, mais il est également garant en fait d'un engagement durable parce qu'il est entièrement recyclable et également réutilisable. Donc ça, c'est des choses qu'on propose à nos clients et un circuit qu'on essaye de mettre en place également pour la réutilisation. Alors pour essayer de vous donner faim, donc bon, je sais qu'il n'est pas tout à fait l'heure de manger, mais je vous présente un petit peu la carte automne-hiver 2020. Donc on a fait le choix d'avoir des recettes qui soient à la fois réconfortantes et généreuses, mais pour autant on a toujours l'envie de proposer des recettes qui soient saines et équilibrées. Donc quelques exemples: un poulet rôti, olive noire, des chorizo avec une polenta crémeuse, feta, tomates séchées. Une croziflette, c'est la photo que vous avez là sur le slide, avec une purée de poireaux citronnés. On a également un classique, coquillettes, jambon de truffe avec duxelles de champignons de Paris, et un plat entièrement vegan, un curry de légumes avec de la crème de coco et du riz vénéré. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on propose, sachant que l'idée c'est toujours de travailler sur des recettes donc plutôt inspirées de la gastronomie française, en apportant toujours un petit twist. Les recettes, donc, on est sur des formats plutôt généreux, on est sur du 350 grammes en moyenne. Les photos ne rendent pas forcément compte de la réalité, mais je vous garantis que on est plutôt rassasié à la fin. Et on est sur des plats qui sont réchauffables au micro-ondes et donc qui sont prêts finalement en 2 minutes. Alors pour vous expliquer un petit peu mieux comment on fonctionne aujourd'hui, et quelle est notre application dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner nos produits essentiellement sur la région lorsqu'on peut. Et forcément, il y a des produits qui sont pas forcément identifiés dans la région, mais on essaie vraiment d'avoir un circuit d'approvisionnement le plus local possible. Derrière, on produit à Canéjan aujourd'hui. Donc, on a un hall de production qui nous permet de travailler toujours en essayant de faire le maximum de choses à la main, mais avec cette capacité de monter en volume et qui nous permet derrière d'avoir des produits fiables et qu'on peut distribuer à tous nos clients. Derrière, donc, on réalise également la partie stockage, préparation de commandes près de notre hall de production. Et on distribue ces produits sur toute la France avec pour objectif de vraiment mettre en valeur la région du Sud-Ouest à travers notre offre. Alors, le concept qu'on a voulu développer, c'est vraiment de créer en fait un accompagnement auprès de nos clients et d'arriver à créer de la valeur. Donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer un service de restauration qui soit complémentaire à l'hébergement ou à toute autre activité sur place, et finalement d'avoir un produit qui permet de se défaire des contraintes physiques et horaires qui limitent en fait habituellement la dégustation d'un repas. Donc par exemple les contraintes horaires de l'ouverture d'un restaurant ou le fait de devoir remettre en œuvre un produit
avant de pouvoir le servir. Donc c'est vraiment le fait que ce soit disponible à toute heure. Derrière, c'est un positionnement qui, pour nous et pour le professionnel, permettent d'asseoir une image premium, mais également responsable. Et surtout, derrière, c'est d'améliorer la satisfaction client en proposant finalement quelque chose qui réponde à ses besoins, sans pour autant faire de concessions sur la qualité ou sur le positionnement. Alors pour arriver à ça, on a créé deux offres. Donc deux offres assez distinctes. La première, c'est une offre de retail très simple. Donc on a notre produit qui est disponible sur toute la France en livraison avec une plateforme de commande en ligne. Donc les clients peuvent également commander par téléphone ou par email et on leur envoie en fait les produits qui sont ensuite revendus sur place, donc dans l'hôtel ou dans le lieu d'accueil. Une offre qu'on a donc imaginée mais pas encore mis en place, c'est une offre de click and collect. Donc pour expliquer très simplement, c'est la mise en place d'un corner de restauration libre service dans des endroits vraiment clés où la demande est suffisamment importante et qui ne nécessitent donc pas de personnel sur place. Plus précisément, donc on loue en fait aux professionnels un meuble réfrigéré qui est entièrement connecté et qui permet d'encaisser la commande sur une plateforme en ligne sans passer en fait par le professionnel. Donc on place en fait ce meuble dans un endroit visible avec suffisamment de passage et Prune est capable de gérer en temps réel le stock, gérer en fait la DLC et la température également pour contrôler un petit peu à distance la bonne qualité du produit. Et donc cette distribution va être derrière disponible 24 heures sur 24 et permettre de proposer une restauration à n'importe quelle heure aux clients qui en expriment le besoin. Alors aujourd'hui, ce meuble, il existe. On ne l'a pas encore mis en place parce que ça nécessite finalement de trouver vraiment des endroits où on est suffisamment de passage et suffisamment de demandes. Donc forcément, depuis le démarrage de la crise sanitaire, on a préféré se concentrer sur le produit et vendre en fait le produit à nos clients et en fait attendre de trouver la bonne opportunité pour mettre en place ce pilote et voir comment cette offre peut s'articuler chez un de nos clients. Alors la crise sanitaire, ça oblige forcément à se réinventer, à s'adapter un petit peu aux besoins de nos clients. Avec la recrudescence d'événements digitaux, on a développé une offre spécifique pour ce type d'événement et pour nos clients. En fait, on propose un coffret repas individuel, 100% bio, donc qui contient entrée, plat, dessert, boisson. Et on le livre directement à nos clients et à tous leurs collaborateurs pour des réunions, pour des séminaires, pour tous des événements à distance. Et donc derrière, le client va recevoir son coffret et va pouvoir déguster son repas en visio avec ses collègues. Et donc ça permet vraiment de proposer finalement un moment de convivialité, un moment de gourmandise, sans pour autant tout en étant à distance et sans pour autant perdre en qualité. Donc avec une offre qui est entièrement bio et entièrement durable. Ok. Je suis désolée, c'est pas facile de s'exprimer à distance comme ça, mais donc voilà. Donc ça c'est vraiment le produit qu'on a développé pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des partenaires qui organisent des événements à distance. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à répondre aux besoins de nos clients malgré la situation et donc finalement avec un produit qui est toujours le même, mais qui est disponible partout et à distance. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a des questions éventuellement.
Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? Peut-être on pourrait lui demander pourquoi le nom prune, Charlotte? Ouais, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Alors, prune, c'est dans un premier temps parce que c'est un fruit qui se conserve notamment dans les bocaux. C'est parce que c'est une couleur qui évoque le rêve et le luxe, et parce que c'est un prénom et qu'on avait en fait envie de personnaliser notre marque pour pouvoir raconter une histoire. Ok. Vous avez des questions que vous voulez poser à Charlotte? Oui, Brigitte. Alors, oui. La livraison individuelle, est-ce que ça ne fait pas augmenter beaucoup le prix pour le client? Comment le client gère ça? Charlotte, est-ce Alors que tu la as livraison, entendu? Vous m'avez ouais, j'ai entendu? entendu. La livraison individuelle, en fait, on propose. Je suis désolée, j'ai un retour de. Donc la livraison individuelle, en fait, on s'adapte aux besoins du client et en fonction de la quantité de livraison à réaliser, en fait, on va adapter le devis. Donc avec des points de livraison, on va avoir entre 5, 10 et 20 livraisons au même endroit, par exemple, et des livraisons individuelles. Et en fait, avec tout ça, on va faire un package. On va essayer d'adapter au maximum notre offre. C'était peut-être pas très clair. Ça va. D'autres questions? À attaquer le marché des entreprises, c'est-à-dire des grosses entreprises qui pourraient avoir besoin de restauration de qualité en libre service pour leurs collaborateurs. Après, comme j'ai pas d'idée de la gamme de prix, peut-être que je suis complètement hors du coup, parce que c'est vrai que dans les entreprises, les tarifs des repas sont souvent relativement bas. La qualité des produits que vous faites suppose quand même si vous ne l'avez pas évoqué du tout, un niveau de prix quand même pas si bas que ça, parce que sinon vous ne pourriez pas référencer les produits que vous proposez. Voilà, mais c'était juste que quand j'ai vu votre armoire réfrigérée, je me suis dit, c'est peut-être une solution d'entreprise aussi, ou à imaginer pour de la restauration d'entreprise qui n'est pas à la taille d'avoir un resto, qui voudrait sortir du système des tickets restaurants pour peut-être offrir de la qualité, une meilleure qualité de nourriture aux salariés. Est-ce que ça pourrait aussi être envisagé dans vos projets de développement? Alors oui, mais notre offre est finalement plutôt destinée à un public qui ne revient pas qui ne revient pas souvent, parce qu'on a une carte assez courte. Là, je vous ai présenté par exemple la carte automne-hiver. L'idée, c'est de se concentrer sur la qualité du produit et d'avoir en fait 4 à 5 plats par saison. Donc le problème en entreprise, c'est que les salariés risquent de se lasser. Donc c'est vraiment une offre qui peut arriver en complément d'une autre offre disponible. Très bien, donc il n'y a pas d'autres questions. Mais Charlotte, on va te remercier. Te Merci souhaiter à une vous. bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Et du coup, on va accueillir donc Cyrielle qui est ici dans la salle et qui va nous présenter le concept de bulle verte. Tu prends le rouge? Non, tu n'as pas besoin de l'allumer. C'est bon, ça marche, vous m'entendez? Ok, super. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter le projet Bulle Verte. Donc déjà, un petit peu pour faire... Oui. Ok, parfait. Voilà. Donc déjà, pour faire une petite remise en contexte avant de vous présenter le projet, si on parle de mobilité, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà considéré l'achat d'un véhicule électrique ou l'utilisation plus fréquente, mais il y a toujours des grosses questions qui se posent encore actuellement sur l'autonomie des véhicules, et notamment l'utilisation de ces véhicules pour des trajectoires plus longs, pour les vacances, ou pour des trajets professionnels plus longs. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a pensé le projet Bulle Verte. En plus de ça, avec la mobilité électrique, il y a une autre question qui se pose, c'est le temps de recharge. Il faut quand même encore un petit peu de temps, même si les bornes sont de plus en plus rapides pour recharger les véhicules. Il y a quand même un temps de recharge. Donc du coup, on a pensé qu'est-ce qu'on peut faire pendant le temps de recharge. Donc c'est un petit peu l'idée du projet Bulle Verte. Parce que la Bulle Verte, en fait, c'est une éco-station
une écostation qui est conçue autour des mobilités douces et qui combine donc points de recharge pour véhicules électriques. Donc tout véhicule, ce sont des bornes de recharge universelles accélérées qui permettent de recharger tout type de véhicule, à des en fait, itinéraires qu'on peut faire grâce à par exemple des vélos électriques et qui permettent de découvrir des territoires. Donc le but de ce projet, il est multiple. Ça permet d'abord d'améliorer le maillage des territoires. Donc je vous expliquerai après un petit peu plus d'où vient l'idée du concept. Voilà. C'est aussi valoriser un site. Comme j'ai dit, c'est une station. Donc là, on a présenté une station type, mais en fait, ce sont des stations qui sont entièrement modulables et personnalisables. Donc par personnalisable, j'entends qu'elles sont en général au logo du site d'accueil, et modulable, c'est-à-dire que la taille de la station dépend. On peut avoir une, deux, trois prises de recharge pour véhicules électriques, même plus. Et en termes de mobilité, on va dire, tels que les vélos ici, ça peut être des vélos électriques, ça peut être, on a des trottinettes électriques également, mais ça peut être aussi des choses un petit peu plus actives, un petit peu plus modernes, comme pour des zones par exemple plus montagneuses, comme des VTT ou des gravel bikes électriques. Donc voilà, donc c'est un petit peu, donc si on part en termes d'expérience, l'idée en fait c'est vous êtes propriétaire de véhicules électriques, vous avez besoin de recharger une batterie. Quand vous avez un véhicule électrique, vous disposez en fait d'une application qui vous permet de localiser les points de recharge éventuels. La bulle verte, on considère ça comme un point de recharge à intérêt touristique. Donc vous pouvez en localiser une. Vous êtes accueilli sur le site et vous permet de vous brancher. Et pendant que votre véhicule se recharge, en fait, vous pouvez visiter le site. Alors, en fait, la bulle verte, c'est important. C'est plus qu'un simple. On a pensé le concept plus en fait qu'une borne de recharge simple et des vélos. C'est aussi toute une gestion de projet et un concept clé en main, puisque avec la bulle verte viennent des itinéraires qui sont personnalisés et qui s'adaptent au lieu d'accueil. Et donc à chaque lieu d'accueil, son propre itinéraire. Hop, voilà. Donc voilà. Donc si en termes de sites d'accueil, alors j'ai parlé des différents sites d'accueil. Donc étant de Bordeaux, nous avons conçu d'abord la bulle verte avec les propriétés viticoles en tête. Et c'est d'ailleurs là que les premières bulles vertes sont apparues. Et donc l'idée, c'était, on a travaillé autour de problématiques qui sont assez diverses. Donc ça, c'est comment créer un peu plus d'expérience, comment rallonger le temps de passage, le temps supplémentaire sur le lieu, et également encourager la vente directe. Grâce à la bulle verte, c'est vrai que les gens viennent avec leur véhicule, ce qui permet déjà de rapporter les produits, mais également, voilà, et ça permet aussi de drainer finalement un nouveau public. Et on l'a vu j'en parlerai après, sur la première bulle verte, c'était assez intéressant, puisque finalement, il y a non seulement, vous avez des personnes qui sont intéressées par l'expérience œnotouristique en elle-même, mais c'est vrai que les visites de vin finalement sont assez se banalisent de plus en plus, et c'est vrai qu'il y a des gens qui recherchent autre chose, qui recherchent une expérience nature et aussi vin, donc c'est vrai que ça permet de répondre à cette demande-là, tout en finalement également ça permet des gens, on peut avoir des gens qui, et c'est le cas de la première bulle verte, si la bulle verte se trouve sur un passage, ça peut attirer des gens qui ont vraiment un besoin de recharge de leur véhicule électrique et qui vont du coup par la même occasion profiter pour visiter le site, puisqu'ils auront vu la disponibilité d'un point de recharge sur leur trajet. Donc, quand on a pensé la bulle verte, on l'a pensé avec donc, comme je disais, des châteaux en tête, des propriétés viticoles. On a également des bulles vertes qui sont en train d'être installées dans des hôtels. Voilà, avec la création d'itinéraires qui peuvent être autour de patrimoine, par exemple, un petit peu différentes. On a également, on travaille également à l'étude avec des syndicats viticoles pour des régions, pour valoriser peut-être plusieurs producteurs. C'est pas forcément un site de producteurs. On a aussi, je vous ai montré une schématisation de la bulle verte, mais c'est vrai que on peut avoir aussi des conteneurs recyclés pour stocker les vélos. On est en train de réfléchir à des offres plus complètes. Et puis pour compléter
encore une fois cette offre clé en main. Pour 2021, on est en train de travailler, puisqu'on faisait des itinéraires, et on est en train de développer en fait une application pour vraiment offrir aux propriétaires avec qui on travaille ce concept clé en main, le côté technique et le côté aussi expérience client, avec la capacité justement de stocker les itinéraires de manière digitale, même si on est sur une offre qui s'inscrit, comme on discutait avant, complètement dans le slow tourisme, dans la déconnexion. Il y a quand même toujours l'idée d'avoir, enfin la possibilité d'avoir ces itinéraires de manière digitale, avec les contraintes digitales qui sont souvent présentes dans les territoires périurbains et ruraux, qui sont les zones blanches. Donc voilà, donc on est en train de monter ça pour 2021. Donc c'était pour expliquer un petit peu plus. Après, je pense que ce qui est intéressant sur la bulle verte, c'est la création aussi du projet. Puisqu'en fait, c'est une collaboration entre 2 entreprises de Bordeaux qui ont mis en fait en commun leur savoir-faire. Du côté touristique, du côté tourisme, en fait, on a millésime privé, donc c'est donc moi-même et Frédéric No qui travaillons dans cette agence. Nous sommes une agence réceptive, donc. C'est vrai qu'on a l'habitude, alors cette année étant un peu plus compliquée, mais on a l'habitude de recevoir des personnes qui recherchent. On travaille beaucoup en plus avec des marchés assez nordiques, donc des personnes qui recherchent donc l'utilisation de véhicules électriques pour faire du tourisme, de solutions douces, de vélos. Et c'est vrai qu'en étant nous entre les deux, finalement, on a constaté qu'il y avait un manque d'une part de possibilités de recharge dans le vignoble pour assurer, on va dire, de manière fiable, en fait, un parcours en véhicule électrique d'une part, mais également de solutions logistiques simples pour pouvoir aborder même le vignoble en vélo. C'est vrai qu'il y a des possibilités. Si aujourd'hui on est sur le vignoble, par exemple, de Bordeaux, c'est vrai qu'on peut faire de la location de vélo à Saint-Émilion, mais en pleine saison, il faut quand même aller emmener sa voiture jusqu'à Saint-Émilion, alors qu'on pourrait peut-être découvrir les territoires autour qui s'y prêtent très bien en s'arrêtant chez un propriétaire. Ensuite, à côté de ça, l'autre entreprise qui a collaboré à ce projet, c'est GreenSpot Enersoft, qui, elle, a la compétence technique. Donc, c'est Olivier Pelis qui travaille sur ce projet avec nous et qui, en fait, installe des bornes de recharge. Donc, eux, ils sont en plein dans l'activité boom de la borne de recharge. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez entendu hier, mais le ministre a récemment, a une ambition d'avoir plus de 100 000 points de recharge sur le territoire d'ici fin 2022. On est à peu près à un petit peu moins de 30 000 aujourd'hui, donc on a encore du chemin à faire. Donc c'est plutôt positif pour nous et pour notre projet. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Et en termes de réalisation, donc c'est un projet qu'on a pensé en fait l'automne dernier, donc avant le Covid. On avait prévu la mise en place de plusieurs bulles vertes pour la première saison de 2020. Au final, c'est vrai que les 2 mois de Covid nous ont un petit peu arrêtés dans les négociations et dans les mises en place, mais on en a quand même mis une en place début juillet. Et donc du coup, ce serait un peu notre POC. Pour le projet. Donc c'était au Château des Tourtes. Alors malheureusement elle ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que vu la saison entre les fins de vendange et les salons, elles sont assez occupées. Et donc voilà, donc on a fait une première conclusion, un premier rapport après cette saison qui a été très positive. D'un point de vue retour client, qui ont adoré les expériences, les itinéraires, puisqu'on a fait un itinéraire autour de leur site, avec des itinéraires entre 10 et 15 km autour de leur vignoble et dans leur vignoble. Des itinéraires qu'on a balisés, qu'on a tracés, qui sont donc sécurisés, qui permettent donc d'éviter de passer sur les nationales, sur des lieux finalement, s'il y en a qui connaissent la région du nord de cette région, il y a plein de petits chemins, mais si on n'est pas de là-bas, on ne connaît pas. Et puis après, on a des grosses routes nationales assez dangereuses. Donc du coup, on a fait ce tracé avec eux. Ils ont eu un retour très positif, des personnes qui sont beaucoup d'étrangers. Qui étaient de passage en voiture, qui sont arrêtés, qui soit ont été amenés via les maisons d'hôtes aux alentours, qui en fait ont fait la promotion de cette activité, et que finalement ça a beaucoup marché, ou bien des gens qui sont simplement arrêtés en voiture et qui ont profité de l'expérience pour découvrir le vignoble. Et en termes de fiabilité, parce que c'est aussi une question qu'on demande en général autour des vélos, il n'y a eu aucun problème, les vélos ont tenu toute la saison, on a fait leur première maintenance, puisqu'avec le projet Bulle Verte, en fait, c'est aussi... nous, on met en place, mais on suit aussi, on prévoit une maintenance des vélos, une maintenance des bornes. L'idée, c'est de faire un produit qui soit
fiable dans la continuité. C'est pas juste, c'est là, ça arrive. Nous, on fait un suivi au niveau des itinéraires. Donc voilà. Donc pour l'instant, retour positif. Au niveau des prochaines bulles vertes, on a du coup décalé avec le Covid un petit peu différemment. On a mis en place des bornes de recharge déjà dans plusieurs châteaux du Bordelais. Et les vélos vont venir se greffer au début de l'année prochaine avec les itinéraires qui vont avec, puisque en général il faut à peu près 3 mois de développement pour l'installation d'une bulle verte, de la première visite sur site jusqu'à la mise en route, entre les installations de bornes et les créations d'itinéraires. Donc là on est en plein développement pour 2021, voilà. Sinon c'était à peu près tout, voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé le concept intéressant. Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je serai là, vu que je suis ici, je serai là après, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions ou si vous voulez des informations sur le concept. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie. Merci Cyrielle. On va voir s'il y a des questions déjà. Avez-vous des questions? Oui, Brigitte. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ici il y a pas mal de partenaires d'office de tourisme, est-ce qu'on pourrait imaginer ça par exemple pour malgré tout des découvertes urbaines ou semi-urbaines, dans des villages, parce que je pense qu'il faut espérer que les véhicules électriques se développent, donc on risque d'avoir des besoins aussi dans d'autres lieux touristiques. Donc voilà, comment vous avez imaginé pouvoir développer le concept dans d'autres espaces? Tout à fait, parce que c'est vrai que la schématisation que j'ai présentée ici était en fait plutôt insérée dans un vignoble, mais comme je l'ai mentionné rapidement, on a réfléchi à un concept un petit peu plus grosse échelle, on va dire, pour typiquement des offices de tourisme, des communautés de communes qui souhaiteraient faire un parcours. Et donc l'idée, ça pourrait être soit voir par rapport à la localisation de l'office de tourisme, de la placer à proximité pour bénéficier des services, en fait, puisque finalement ça peut être on va dire un bras droit de l'office de tourisme qui peut gérer cette petite station en même temps. Et puis au niveau vraiment logistique pratique, comme je disais, on a déjà une collaboration avec une entreprise sur Nouvelle-Aquitaine qui propose des conteneurs recyclés pour justement plus cette question logistique de stockage des vélos, de sécurité la nuit sur des lieux justement qui ne sont pas forcément, qu'on ne peut pas fermer. Donc oui, et puis comme je disais, c'est complètement modulable. Donc l'entreprise GreenSpot, de par son côté technique, borne de recharge, a l'habitude d'installer des bornes de recharge sur des lieux publics. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Ce sera une configuration, vu que c'est de toute façon sur mesure. C'est un projet qu'on peut travailler ensemble, mais c'est tout à fait faisable et plausible et s'insérer. Et puis même au niveau des créations d'itinéraires, là on est en train de réfléchir, par exemple sur le sud Gironde, à justement impliquer des guides conférenciers, un guide conférencier, vu qu'en plus en ce moment, un petit peu comme nous, agence réceptive, l'activité étant ce qu'elle est. On est en train de co-créer les itinéraires avec eux, puisque c'est vrai qu'ils bénéficient d'une connaissance et d'un savoir qui feront qu'on pourra créer un super contenu au niveau des visites. Donc voilà, donc c'est vraiment une collaboration et ça peut s'adapter vraiment à tout type. Il n'y a vraiment aucune exclusion, que ce soit urbain, périurbain ou rural. Ça peut très bien s'adapter. Voilà. J'espère que je réponds à la question. D'autres questions? Alors, est-ce que c'est le château ou est-ce qu'il y a un coût de location de journée du vélo ou de la borne? Non, le modèle tel qu'il a été conçu actuellement, c'est un investissement du site d'accueil. Donc c'est un point que j'ai mis en avant aussi. C'est en fait on a monté ce projet avec des propriétés viticoles. Donc on avait vraiment en tête la rentabilité. Donc même si c'est un investissement au niveau du château, comme j'ai dit, c'est modulable. Donc
L'investissement peut être, on va dire, à partir de 15 000 € jusqu'à, si on a énormément de vélos et énormément de bornes, ça peut être beaucoup plus important. Mais vraiment, c'est pensé, donc c'est un investissement, mais c'est une activité qui se rentabilise. C'est-à-dire que la location de vélo, on y associe voilà, une rémunération, on y associe un prix. Donc quand on implémente une bulle verte, le modèle économique, nous, on a un modèle économique, on a des statistiques voilà, que ce soit au niveau du prix moyen de location horaire, de panier moyen également, si on veut l'inclure ou pas. Nous, on est plutôt dans un schéma de rentabilité, on va dire plutôt pessimiste, avec des taux d'occupation, de la saisonnalité, pour montrer que voilà, c'est un projet qui peut tout à fait se rentabiliser très rapidement. C'était le cas de la première bulle verte. Ils ont été très satisfaits du taux d'occupation, on va dire, de la bulle verte et des vélos sur la saison. Mais après, par contre, on est assez flexible. C'est pas forcément c'est un investissement du château avec ensuite une petite récurrence pour la maintenance, mais ça peut être mensualisé pour être plus flexible sur le concept. Voilà. Alors, on va arrêter parce qu'on a d'autres intervenants. Donc, Cyrielle est encore présente, donc vous pourrez lui poser des questions tout à l'heure. Donc, maintenant, on va accueillir à nouveau en visio Jérôme Lay, qui est le directeur de l'Office de tourisme du Seignax, et donc qui va vous présenter le projet de cartographie et aussi comment ils l'ont adapté suite à la crise de Covid-19. Jérôme, tu nous entends ? Oui, la réciproque est-elle vraie ? Eh bien, c'est à toi. Oui, on t'entend très bien. Parfait. Bonjour, déjà, sachez que j'aurais adoré être avec vous plutôt que là. Je suis un peu bloqué dans un coin de réunion, donc je ne suis pas dans mes locaux, je suis en transit. J'aurais adoré être avec vous. Ça m'aurait évité d'avoir à me supporter à l'écran. Après, voilà, moi je vais vous raconter une petite histoire parce que 15 minutes c'est relativement court. Donc je vais vous raconter juste une petite histoire qui aura valeur de témoignage sur ce que l'on m'a demandé de vous évoquer, à savoir une carte. On va parler de carte. Donc l'histoire, elle se déroule en 3 temps. Elle commence donc mi-février. On est un petit office de tourisme littoral. Le Seignax, pour ceux qui ne se situent pas, c'est le sud de la côte landaise, à côté de Bayonne. Donc, on est un petit office de tourisme de 3 et quelques personnes. On est PI-ETP. Et donc, on prépare la saison, tout se passe bien. On a les outils de promotion qui sont au four, les éditions, les sites web, etc. On prépare la valorisation de nos hébergeurs, des restaurateurs, des activités de loisirs, etc. Donc, on a bien travaillé sur notre base de données Sirtaki, elle est actualisée, on a changé les photos, on est tout bien, on est tout prêt, c'est super. On a même une nouvelle version de notre carte, puisque pour ceux qui ont suivi, même de loin peut-être, l'actualité de la monnaie, etc., donc ça fait 2-3 petites années qu'on travaille sur un projet de cartographie, web print, la même. Et donc, on est tout content, on a notre nouvelle version de carte, tout est prêt à démarrer, tout se passe très bien, c'est super. Quand, comme tout un chacun, on a été frappé mi-mars par le confinement. Et donc, notre carte web se nourrit de 2 sources de données, grosso modo. Sirtaki, évidemment, qui était nickel. Et puis, à côté de ça, notre carto est complété par un certain nombre de données qui sont issues de OpenStreetMap. Je n'aurai pas le temps de développer, mais grosso modo, c'est une base de données géolocalisée, publique, libre, etc. Donc, pour toutes les infos périphériques au tourisme, on va se sourcer dans cette base de données OpenStreetMap. Donc, tout est nickel, tout est super, sauf que le 15 mars, plus de tourisme. Donc, on a toute notre base de données Sirtaki toute propre, toute nickel, qui sert à rien en fait, puisqu'on ne peut pas bouger à 1 kilomètre de chez soi.
Et en revanche, on a quand même, en parallèle de ça, un fort besoin d'infos locales, notamment pour savoir ce qui est ouvert ou fermé, hein, les commerces, les services, les équipements publics, les espaces publics et tout ce type d'infos-là, les producteurs locaux par exemple aussi. Donc on a vraiment un besoin d'infos locales très fort. Et donc, comme notre base de données Shirtaki, touristique, cœur de métier, est mise entre parenthèses et inutile pour un temps indéfini, notre idée, comme l'ossature était déjà en place, ça a été d'aller chercher davantage d'infos dans OpenStreetMap pour afficher sur nos supports des informations qui sont liées au territoire. Donc, on a décidé de tourner notre carte plutôt touristique en carte Covid. Et donc afficher non seulement tout ce qui est ouvert, hein, les commerces, les services, les boulangeries, les boucheries, les producteurs locaux, etc. Parce que là, il y a des vraies questions. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Et est-ce que si c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Est-ce que parce que je suis du personnel soignant, je vais pouvoir passer plus vite que d'autres? Où sont également tout ce qui touche à la solidarité? Les gens ont des besoins, mais il y a des gens qui ont aussi envie d'aider. Donc, c'est un peu toute cette information-là, en fait, qui devient prédominante, au contraire des hôtels, des campings, des restos et des écoles de surf, etc. dont il n'est pas vraiment question à ce moment-là. Donc, on avait en socle un outil, donc on a vite travaillé sur le switch de base de données, en se concentrant vraiment davantage sur tout ce qui provenait d'OSM plutôt que de Sirtaki. Forte mobilisation du personnel déjà en interne, hein, on est en télétravail pour la plupart. Donc une mobilisation pour essayer d'actualiser au plus vite cette base de données. L'avantage, c'est que sur cette base de données-là, contrairement à Sirtaki, on n'est pas tout seul. Donc ça veut dire qu'on peut, nous déjà, le personnel se mobiliser et mettre à jour de la donnée. On a des réseaux, des partenaires, on a des gens qu'on avait également associés à notre travail carto préalable. Donc on a des personnes ressources qui sont en capacité de modifier, de compléter les horaires d'ouverture de la base de données. Donc, on a tout ça qui va nous mobiliser à peu près pendant 15 jours et on arrive à mettre en ligne une carte du territoire avec la liste de tous les commerces et services ouverts au public. Donc, c'est quand même assez... on a été assez vite, hein. Et donc, on a pu s'appuyer donc sur cette base de données d'OpenStreetMap qui a l'avantage d'être complète, qui est modifiable déjà par tout un chacun. Ce sont des données partagées, donc on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que l'Office de tourisme qui travaille sur la mise à jour de ces données. Elles sont partageables, donc ça veut dire que quand on les met à jour dans OSM, qui veut les récupère puisqu'elles sont disponibles pour qui veut. Elles sont géolocalisées, bien sûr, et surtout elles sont précises. C'est-à-dire que déjà, mi-mars, et c'est le seul endroit où je vais venir un petit peu appuyer, dans la base de données OpenStreetMap, l'ontologie de la base de données, elle est déjà à jour. Ça veut dire que concrètement, dans la base de données OpenStreetMap, on a déjà les horaires d'ouverture du magasin qui sont prévus, sauf que ils ont créé chez OSM un nouveau champ qui s'appelle horaire Covid et qui permet de renseigner les horaires d'ouverture sans modifier les horaires d'ouverture classiques. C'est le problème auquel on a été confronté dans Sirtaki, c'est-à-dire que comment on dit que c'est ouvert? Est-ce qu'on remplace les horaires d'ouverture par les horaires d'ouverture Covid, sachant qu'à la fin du Covid, il faudra remettre les horaires et ressaisir à l'envers les horaires, alors que là, donc, les critères étaient déjà prévus dans OSM. Donc, ça nous a permis, nous, d'utiliser ces champs-là et puis surtout de les alimenter pour nous, pour les besoins de notre site, mais surtout, je ne sais pas si vous avez entendu parler à ce moment-là, il y a un site qui s'appelle Ça reste ouvert, qui était une base de données nationale appuyée sur OpenStreetMap et qui permettait de renseigner et bien évidemment donc de s'informer sur le fait que tel ou tel commerce, alors la poste, tel producteur, soit ouvert ou pas et à quels horaires.
Donc, on a été content de pouvoir s'appuyer sur cette base de données OpenStreetMap. Alors nous, on l'avait déjà commencé à la travailler, mais c'était périphérique à la base de données Sirtaki. Et là, donc, ça a permis d'abonder cette autre source de données qui est OpenStreetMap pour mettre en place cette carte Covid. Et donc là, quand même, avoir les infos détaillées de tout ce qui est ouvert aux heures d'ouverture sur tout le territoire, c'est pas tout le monde qui les avait au 26 mars quand même, hein, parce que les mairies, les collectivités, les institutions, etc., même les associations étaient loin d'être prêtes à ce moment-là. Donc voilà, donc tout ça, ça nous a bien occupé pendant le confinement quand même. Et puis, temps 3 de mon histoire, on déconfine. Donc mi-mai, tout ça va assez vite. Hein, mi-mai, la carte Covid, elle est plus justifiée. Donc on refait le switch à l'envers et on refait remonter dans notre carto toute la data tourisme issue de notre base de données Sirtaki, puisque là, pour le coup, donc il faut répondre maintenant aux futurs clients qui, on le sait à ce moment-là, vont peut-être pouvoir venir en vacances. Donc la carte Covid en question, là, la blague, c'est que je peux même pas vous la montrer, quoi. Elle n'existe plus, quoi. Donc, à la limite, on pourrait légitimement se poser la question, certains trublions de votre assemblée pourraient légitimement se demander, et donc, tout ça pour rien? Non, pas quand même. Non, pas quand même, parce que déjà, on a un historique de statistiques de fréquentation, donc il faut savoir que notre carte, à ce moment-là, par rapport au mois précédent, la fréquentation, elle est multipliée par 4. Facile. Donc, il y a vraiment des gens qui viennent consulter ces informations sur notre carte. Donc, déjà, on a des statistiques assez flatteuses. Surtout, ça nous a donné une visibilité locale. Hein. Nous, c'est vraiment une de nos problématiques. Hein. C'est-à-dire rendre visible l'office de tourisme, lui donner du sens et avoir des services vis-à-vis de la population locale. C'est vraiment des questions qui nous turlubitent depuis un moment déjà quand même, c'est-à-dire avoir un intérêt pour d'autres personnes que pour les touristes et avoir un intérêt pour les habitants, qui accessoirement sont des ambassadeurs auprès des touristes aussi. Donc ça nous a importé vraiment de faire connaître nos outils de com localement, donc ça nous a vraiment aidé parce que tous les gens qui sont venus gonfler les statistiques de fréquentation étaient bien évidemment des gens de proximité immédiate. Donc visibilité pour les locaux, mais aussi pour nos prestataires, pour les collectivités qui étaient quand même contentes à ce moment-là de pouvoir afficher la liste des commerces et services ouverts parce qu'eux, ils n'étaient pas en capacité de le faire, clairement, ni eux ni d'autres. Ça nous a permis de collecter massivement des données et dans un temps minimum de venir compléter les données dans OpenStreetMap pour nous, mais aussi pour tous les utilisateurs. Donc ça a été important et quand on a fait revenir la carte touristique, il y a quand même des infos qu'on avait actualisées, qu'on a laissé traîner. Hein. Au départ, il n'était pas prévu qu'on laisse les boucheries dans notre carto, mais dès lors qu'on avait les infos disponibles, fiables, actualisées, ça paraissait légitime de les laisser traîner dans un second périmètre à la disposition de ceux qui visitent notre territoire en tant que touristes, plus là pour le coup. Et puis ça a permis aussi de rappeler ce que c'était un office de tourisme aussi à tout le monde. À savoir une structure qui gère l'info locale, territoriale. Donc ça a permis de remettre un peu l'office sur la place du village un peu, de faire montre de ses compétences, notamment quant à la gestion des données territoriales, de ses connaissances, parce que pour compléter
Cette base de données, déjà, c'est bien d'avoir l'info. Donc, voilà, ça fait appel aux connaissances de l'Office, au-delà de ses compétences, à sa réactivité. Donc voilà un petit peu, grosso modo, l'histoire, comment elle a pu s'écrire pendant ces quelques mois, et puis au-delà de tous ces bénéfices vraiment pour l'Office de tourisme, on a montré quand même un peu cette capacité de résilience-là qui était exactement l'objet de mon intervention, et ce pourquoi vous m'avez aimablement invité à prendre la parole. Je pense que je suis pas trop mal en timing, ça peut éventuellement laisser la place à une ou deux questions fusées. Est-ce que vous avez une ou deux questions fusées? Oui, allez-y. Je pense qu'ici. Jérôme, tu as une question? Non. Elle est fusée. Non, mais j'ai pas entendu la question. Attends, elle arrive. Elle arrive. Hop, bonjour. Bonjour Jérôme. Fabien de Moustique, Loupi. Bon, ça fait la deuxième fois que je te vois. La première fois, tu avais un bonnet, aujourd'hui, tu as un béret. J'attends la troisième fois avec impatience. Oui, j'essaierai de ne pas te décevoir. Ouais, j'espère. Ouais, j'ai pas de questions particulières. Je découvre un petit peu l'histoire, mais juste une remarque. Tu l'as dit un petit peu en conclusion, c'est vrai. C'est surtout ce qui m'est venu à l'esprit à t'écouter. Je pense qu'à travers cette histoire, tu prouves cette capacité d'adaptation qui est relativement forte, qu'elle a été possible parce qu'il y a une maîtrise de la data chez vous, de la data cartographique en particulier, et qui prouve que cette maîtrise-là permet ces adaptations-là. Permet en plus des histoires de visibilité, qu'à la limite, qu'on ne soit pas capable de voir cette carte du Covid. Globalement, on s'en fout, c'est pas grave. L'important, c'est cette adaptation au jour le jour et pour demain. Et que, je pense, elle a été possible aussi. Alors, tu n'as peut-être pas trop parlé de ça, parce que derrière, il y a des hommes. Il y a des outils qui permettent de le faire. Tu as cité OSM essentiellement. Il y a aussi le SIT qui vient compléter tout ça. Donc, c'est une harmonie. C'est des choix aussi stratégiques. Où est-ce que je mets quelles données dans le SIT, dans OSM? Quel est le meilleur outil pour gérer quelles données, pour gérer à la fois sa qualité et sa facilité de gestion, je dirais. Et que je pense que ça a été possible chez vous parce que vous avez su cultiver une culture de la donnée. Et ça, c'est grâce aux collaborateurs qui travaillent sur le sujet. Et pour finir, c'est aussi possible parce que vous êtes proche de la donnée, pour reprendre quelque part une phrase d'une connaissance commune. Voilà. Tout à fait. Merci de compléter ce point. Parce que là où tu as complètement raison, on travaille la donnée. C'est véritablement ça notre valeur. Et c'est vraiment ça qui mérite l'intérêt et le questionnement, parce que finalement, l'outil, après, il existe forcément. Après, on va toujours trouver un webmaster. Alors bon, nous, notre partenaire commun auquel tu fais référence, territoriaux, voilà, c'est lui qui nous a amené à réfléchir à ça. Et quand on réfléchit à la donnée, on réfléchit à la stratégie. Et on met la stratégie d'abord, les outils après. Et là, finalement, on s'est retrouvé à être en capacité de réaction, non pas parce qu'on avait un outil flambant neuf, mais effectivement parce qu'on s'était posé la question de la gestion de la donnée, et c'est bien ça qui nous a permis d'être réactifs. Voilà, parce que ça ne nous a pas coûté des barres d'euros en termes de développement d'outils, etc. C'était finalement, on a fait ça pour un coût assez réduit. Mais je pense que tu as tout à fait raison de dire que c'est en travaillant sur le cœur de la donnée, sur la donnée elle-même, plutôt que sur son utilisation et ses outils, à se poser 20 000 questions qui, finalement, on le s'en rend compte, peuvent être switchées de l'un à l'autre. Je veux dire, il n'y a plus trop de limites. Donc, merci de dire ça, tu as tout à fait raison. On a pu le faire, ça, parce qu'on s'est concentré davantage sur la stratégie, la donnée, notre capital, plutôt que sur des outils.
Super. Pas d'autres questions? Alors, Jérôme, on te remercie. On te souhaite de passer une bonne journée, bonne fin de journée. Puisqu'en plus, tu n'es pas très loin de nous. Non, je suis dans le sud-land, là, mais franchement, j'aurais préféré être avec vous. Franchement. Eh ben, merci. Donc là, je vais retourner à une autre réunion. Encore merci de nous avoir fait un petit coup de projo sur ce sujet-là. Et Merci. à dispo, je ne suis pas trop dur à trouver. S'il y a besoin, vous savez où me trouver. Bonne JET à vous tous. Merci, Jérôme. Alors, on a un dernier intervenant, mais avant, je dois vous dire que là, à 16h, il y a une autre conférence qui commence sur un amphithéâtre de Vigny, et donc c'est le tourisme fait son cinéma. Donc, si vous voulez y aller, je vous invite à y aller. Puis, pour ceux qui veulent rester et écouter le dernier intervenant, voilà, c'est maintenant. Bonjour. Ah, attends, Flore. Comment? Non, ils vont pas tous partir, t'inquiète pas. Alors, il y a Flore Bonnard et Nicolas Bouchard. Donc, Flore de chez Resto et Nicolas est le gérant du restaurant Pachamama à Bayonne. Et donc, ils vont nous présenter la solution Resto et nous dire comment ils travaillent ensemble et comment aussi ils ont traversé la crise. À vous, Flore. Bonjour à tous. Donc, Resto, c'est une start-up que j'ai développée il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant. C'est une plateforme web ainsi qu'une application qui s'adresse aux restaurateurs. Engagée dans une certaine démarche de qualité, on référence les restaurants sur notre plateforme en leur proposant un abonnement. Ça leur permet d'avoir une certaine visibilité. J'ai un petit peu d'écho, je ne sais pas si je peux le régler. Excusez-moi, je laisse un peu le son. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. On t'entend, Flore. Super. Donc Resto, ça permet aux restaurants qui sont sur notre plateforme d'avoir une certaine visibilité, de citer les producteurs avec lesquels ils travaillent. C'est quelque chose qui est assez important. L'idée, c'est de pouvoir avoir une plateforme de référence pour les clients qui veulent manger bien et savoir d'où vient ce qu'ils mangent dans le restaurant et valoriser vraiment la chaîne alimentaire dans son ensemble et depuis le début et mettre l'accent sur la démarche globale du restaurateur. Donc, on a développé, on avait commencé à bien avancer dans notre développement. On avait un petit peu plus de 100 restos sur la plateforme au début de l'année. Et du coup, on avait commencé à commercialiser sur une plus grande partie de la région Pays Basque, puisqu'on est au Pays Basque. On avait commencé à commercialiser sur toute la région bordelaise, où on avait rentré une dizaine de restaurants bordelais qui travaillent avec nous. Et puis, le Covid étant arrivé, on a complètement dû revoir notre fonctionnement et complètement dû revoir la façon dont on travaillait. Je ne sais pas si du coup, vous voulez qu'on aborde directement cette étape-là. Oui, vas-y. Donc voilà, Nicolas et Lise du Pachamama, ils sont présents sur la plateforme depuis, un petit peu plus d'1 an. En fait, dès qu'on a ouvert le restaurant, on s'est inscrit directement. Voilà. Client parfait. Et du coup, voilà, c'est vrai que quand le confinement est arrivé, avec Nicolas, on était en contact et on a mis en place ensemble une opération qui a consisté à préparer des repas pour les soignants de l'hôpital de Bayonne. Donc, on n'était pas dans une zone qui était extrêmement touchée par le coronavirus, mais on avait quand même des services qui débordaient puisqu'ils ont reçu beaucoup de monde de l'Est et de région parisienne. Et surtout, on avait beaucoup de producteurs autour de nous et de grossistes alimentaires qui se retrouvaient avec de la marchandise à DLC, donc qui ne savaient pas vraiment quoi faire quand les marchés ont fermé, etc. Donc, on a décidé de récupérer toute cette marchandise, de se mobiliser et de faire des repas qu'on a livrés au personnel de l'hôpital de Bayonne. Au début, on est parti sur quelques repas. 50. Ouais, même pas, je crois. Et après, en fait, on a anticipé, on nous a demandé une centaine, car ça consistait à toutes les personnes qui travaillaient la nuit à l'hôpital, car ils n'avaient pas forcément de self et ils ne pouvaient pas
Donc du coup, on est parti sur quelque chose de bénévolat. Et on est parti sur une quarantaine de repas le premier jour avec 2 chefs. Et puis, en fait, comme on a mobilisé un petit peu tous nos contacts, tous les gens qui étaient autour de nous, voilà, de la CCI, Corinne Cerveau du Cluster Twist, Sandrine Derville, enfin vraiment tous les acteurs sont intervenus avec nous et se sont mobilisés. Et notre appel a été tellement relayé qu'on s'est retrouvé finalement au départ d'une quarantaine de repas à faire ça pendant 1 mois avec 18 cuisiniers en tout qu'on rejoint l'aventure au fur et à mesure. Et en tout, on a produit 3000 repas puisqu'on a fini, on a monté à une vitesse de 100 repas par jour pendant 30 jours. Donc, on a fait 3000 repas pour l'hôpital de Bayonne. Suite à ça, on a complètement revu, nous, notre fonctionnement sur la plateforme. On est passé en gratuité pour les restaurants et on a mis en place la vente en ligne de cartes cadeaux. Donc, cartes cadeaux qui permettent aux restaurants de digitaliser cette fonction puisqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de restaurants qui font les cartes cadeaux à la main et nous, on a permis de façon très simple de vendre en ligne les cartes cadeaux via la plateforme. Donc, on a lancé l'opération en mode solidaire puisque les restaurants étaient encore fermés à cette période-là en disant, voilà, soyons solidaires des restaurateurs, achetons des cartes cadeaux maintenant pour leur réouverture. Alors, on n'était certes pas les premiers à le faire quand c'est sorti, mais voilà, on l'a fait d'une façon un petit peu différente puisque nous, on apprenait la défense du maillage local économique dans sa globalité puisque ça partait des producteurs. Soutenir un resto qui travaille en direct avec des producteurs, c'est soutenir le producteur d'à côté de chez soi et soutenir vraiment le maillage économique local. Et ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, je crois que vous avez vendu quelques cartes cadeaux pendant cette période-là. On en a vendu une quinzaine. Et c'est vrai qu'on va continuer parce qu'on a vraiment l'utilité. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est avéré être vraiment bien. On avait prévu de lancer cette fonctionnalité-là à la fin de l'année. Là, on l'a anticipé, on l'a lancé un peu vite pendant le confinement, tout en faisant les repas à côté. C'était un petit peu sport. C'était un confinement qui n'était pas de tout repos pour nous. Je trouve qu'on a vraiment autant bossé. Et du coup, c'est vrai que ça nous a permis de développer quelque chose de complètement nouveau. Et moi, ça m'a permis aussi de revoir complètement mon modèle économique, puisqu'aujourd'hui, on a 3 accès différents à la plateforme. Avant, on avait un abonnement ou rien. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un accès gratuit, la possibilité d'avoir un accès avec abonnement et des services. Et enfin, on propose aujourd'hui du community management. Donc, on s'est vraiment relocalisé sur le secteur Pays Basque. Et aujourd'hui, on a 7-8 restaurants avec lesquels on travaille régulièrement en community management, dont on gère les comptes Instagram, Facebook, Resto, le site internet pour certains. Et on apporte un service global. Et je pense qu'effectivement, sans ce confinement et sans cette crise, on n'en serait jamais arrivé là. Donc voilà, on n'est pas forcément dans une période simple malgré tout parce que les restaurants ont beaucoup de mal à se projeter, beaucoup de mal à s'engager. Donc on est quand même dans une période compliquée. Il faut savoir aussi qu'en mars, avant le confinement, on était sur le point de faire une petite entrée au capital d'un actionnaire qui allait nous permettre de rentrer de la trésor pour pouvoir accélérer puis pour pouvoir proposer notre solution en dehors du Pays Basque, puisque notre but à la base c'était d'être une plateforme généraliste et d'être vraiment la référence en matière de restaurants engagés dans le locavore. On a complètement dû revoir ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun investisseur, enfin, à moins que certains m'entendent aujourd'hui, mais il n'y a pas d'investisseur, en tout cas, dans la to-do list qui soit aujourd'hui, qui se manifeste pour rentrer au capital et pouvoir nous permettre d'accélérer. Donc, on s'est replié et on s'est spécialisé et on a, je vais dire, diversifié nos services, approfondi la qualité de ce qu'on fait. On a vraiment répondu à un besoin et à une demande qui a été directe de la part des restaurateurs. Et finalement, l'équilibre s'est trouvé là. Donc aujourd'hui, Resto est à l'équilibre. On n'est pas forcément dans une période simple parce qu'on n'a pas de trésorerie, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais je crois comme un peu tout le monde, déjà, on est encore là, donc c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Ouais. Vous aussi. Voilà, donc on est un petit peu tous dans le même état d'esprit, en train de se dire, voilà, on s'accroche, on tient, et puis on attend que les jours meilleurs arrivent en continuant malgré tout à faire ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait, quoi. Voilà. Ok. Vous avez des questions à poser à Flore ou Nicolas? Non? Donc, il n'y a pas de questions. Flore et Nicolas, vous voulez compléter? Peut-être Nicolas.
tu veux peut-être ajouter quelque chose? Pour que tu aies expliqué l'ensemble. Voilà, en tout cas, on espère que voilà, les choses vont évoluer dans le bon sens. Et, nous, notre côté, on continue à défendre les restaurateurs et les chefs qui font les choses bien. Parce que voilà, je pense que c'est plus que jamais important de les mettre en valeur. Nicolas est quand même un très bon exemple parce qu'ils sont tous les deux très engagés auprès de leurs producteurs. Oui. Voilà. On essaie quand même de circuit court, vraiment, et travailler avec des fermes, des gens locaux au plus, que ce soit autant le foie gras, que ce soit quand même dans une région à 60 km. On essaye d'avoir des petits producteurs locaux. Mais je pense que c'est plus important que jamais et sur les réseaux sociaux et dans tous ces axes de communication. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui met en valeur et ils sont tout le temps en train de les valoriser, de parler d'eux et voilà, on se rejoint vraiment beaucoup dans cette démarche. Je pense que c'est quelque chose d'important pour l'avenir du métier. Eh ben, merci. En tout cas, nous, on a apprécié, Flore, que tu puisses intervenir avec un acteur et un restaurateur qui œuvre à tes côtés. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir aussi comment une solution numérique se développe et comment un acteur, en fait, se l'approprie. Eh ben, on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je serai à vos côtés demain sur le stand de la région. Oui, Flore, alors on n'a pas bien entendu, mais Flore sera sur les rencontres demain sur le stand de la région. Donc vous pourrez la rencontrer. Et du coup, elle pourra peut-être vous faire une démonstration aussi de la plateforme Resto. Voilà, en tout cas, vous montrer plus en détail. Ou n'hésitez pas à aller aussi sur Internet pour découvrir la solution. Et ben nous, on va clôturer la journée. Eh ben nous, on va clôturer la journée, la demi-journée Tourisme Lab. Je vais vous remercier d'être venus en présentiel. Ça a fait du bien quand même, hein, on va se le dire, de voir des gens en vrai. On remercie aussi la technique pour toutes ces visios parce que c'est aussi beaucoup de travail. Et puis, on va vous souhaiter de bons ET, des bonnes rencontres. Je vous invite du coup à rejoindre l'amphithéâtre de Vigny où il y a une conférence autour du cinéma. Et puis, si vous avez des questions plus particulières concernant le Tourisme Lab, moi, je vous invite à venir me rencontrer sur le stand de la région. J'y suis pendant les 2 jours. Et puis, j'animerai aussi le programme Startup pendant les 2 jours. Donc, voilà, n'hésitez pas. On pourra échanger sur l'avenir du Tourisme Lab. Merci beaucoup à tous. Au revoir.